Nous allons commencer par le PowerPoint de la semaine. Le représentant spécial du secrétaire général a rencontré cette semaine non seulement les députés de Bangassou, mais également les représentants de la plateforme religieuse pour parler de la situation à Bangassou. C'est une situation, nous allons y revenir, qui, bien sûr, est une des priorités de la MINUSCA, mais également du gouvernement centrafricain pour le moment. Très important également, c'est le démarrage de la formation des 500 FSI qui a démarré le 12 mars, comme vous le savez, et comme annoncé par les autorités centrafricaines, la formation de 500 recrues de la police et de la gendarmerie a démarré lundi. La police de la MINUSCA a apporté toute l'assistance technique nécessaire pour l'accomplissement des formalités administratives ainsi que le contrôle physique des recrues. Pour la première journée, les constats suivants ont été faits à l'École nationale de police. Les 250 élèves policiers, dont 60 femmes, c'est important, ont tous répondu présents. À l'École nationale de gendarmerie, sur les 250 recrues attendues, 249, dont 56 femmes, ont effectivement répondu présents. Et globalement, la prise en compte des recrues s'est bien déroulée. Un point important pour le pays, je crois, c'est cette formation des 500 FSI, le début de cette nouvelle génération des FSI qui va venir s'ajouter aux effectifs actuels. Je crois que c'est quelque chose de très important et que la MINUSCA a depuis plusieurs mois épaulé sous la direction, bien sûr, des différents ministères compétents et que la MINUSCA et que les pays membres et donateurs vont continuer à supporter dans les semaines et les mois qui viennent. Sur le slide suivant, Bangassou, vous voyez là au-dessus à votre gauche, la révérende sœur qui s'occupe de la santé et de l'éducation des réfugiés. Au milieu, les jeunes de Bangassou ont participé à une formation sur le SIA, donc l'exploitation sexuelle. Le personnel de la MINUSCA était bien sûr présent. Également des reportages de Radio Guira qui a, pendant une semaine durant, réalisé de nombreux reportages et une cartographie de la situation sur place à Bangassou. La journée de la femme a bien sûr également été importante. Suivant. En parlant de journée de la femme, voici une des photos de la marche ici à Bangui. J'ai eu le plaisir de marcher avec les femmes, elles m'ont appris des pas de danse formidables. Quelque chose de très important, vous savez que le président s'est exprimé, la représentante des femmes et d'autres se sont également exprimés devant le palais présidentiel. C'est une journée importante et je dirais qu'en fait cette journée ne devrait pas exister car ce devrait être la journée des femmes tous les jours. Donc vraiment la place de la femme de plus en plus nécessaire et importante dans l'éducation, dans le développement social, économique et politique d'un pays et d'un continent. Voilà pour, et du monde entier d'ailleurs, voilà pour le slide de la semaine. Merci beaucoup. Au niveau du leadership, nous commençons cette conférence de presse en condamnant très violemment le regain de violence armée dans le sud-est du pays, notamment à Bangassou et à Rafai. En effet, depuis l'éruption le 8 mars dans la ville de Bangassou d'éléments armés, supposés anti-Balaka, des attaques se sont multipliées contre les personnes déplacées, les humanitaires et également les forces de la MINUSCA. Le lundi 12 mars, des éléments armés ont tiré des coups de feu à proximité du site des personnes déplacées, faisant fuir les assaillants. Cette attaque a malheureusement occasionné un décès, une femme, et a également fait un autre blessé grièvement. Le vendredi 9 mars, ce sont les entrepôts des organisations non gouvernementales internationales CORDED et MSF qui ont été ciblés. Les casques bleus ont immédiatement réagi et réussi à évacuer le personnel humanitaire de ces organisations afin de sécuriser les locaux et les équipements des dites ONG. Pendant l'intervention, ces éléments armés ont ouvert le feu sur les casques bleus qui ont bien sûr riposté directement, faisant fuir les assaillants. Des patrouilles de casques bleus ont ici subi différentes attaques à plusieurs reprises sur les différents axes de la ville pendant cette dernière semaine. La mission a pris des mesures immédiates pour renforcer ses effectifs à Bangassou et ses environs et multiplie ses patrouilles et certains points de contrôle aux endroits stratégiques de la ville. La MINUSCA adoptera à chaque fois une posture de plus en plus robuste pour empêcher des criminels, c'est le mot, de s'en prendre à la population. La MINUSCA met en garde contre le risque d'instrumentalisation de la population contre la MINUSCA et de ses conséquences néfastes qui en découleront. Elle invite donc une nouvelle fois la population à collaborer afin d'optimiser son action sur le terrain. Une minorité de gens mal intentionnés comprennent que la MINUSCA est un frein à leur projet
et cible la mission et organise ses actions. En vue de mutualiser les efforts pour trouver une solution à cette crise, le représentant spécial a rencontré, comme vous l'avez vu sur les photos, le 12 mars à Bangui, des membres de la plateforme religieuse, dont le cardinal et l'imam, ainsi que les membres de l'Assemblée siégeant pour Bangassou. Le message principal de ces rencontres est que l'effort pour la paix doit se poursuivre, que les moyens militaires ne seront jamais suffisants, nécessaires mais jamais suffisants. Il faut continuer à semer dans les cœurs les graines de la paix. Dans la même journée, le chef de la MINUSCA a donc échangé avec les parlementaires de la région afin de recueillir également leurs contributions pour une solution concertée à la crise actuelle. Au nom de la MINUSCA, je tiens donc très fermement à condamner ces attaques. S'attaquer à des humanitaires qui viennent aider une population dans le besoin, c'est quelque chose qui est inacceptable. S'attaquer à des troupes de maintien de la paix venues protéger cette population est tout aussi inacceptable. Ces groupes armés, ces bandits, ceux qui les dirigent et les conseillent, y compris depuis Bangui, seront un jour ou l'autre démasqués. La priorité de tous doit être le bien commun de la population et non les intérêts personnels ou la recherche de pouvoir de certains. Au niveau du retrait de troupes du Gabon, certains d'entre vous me posaient la question tout à l'heure, la MINUSCA prend acte de la décision du gouvernement gabonais de retirer progressivement et prochainement ces troupes de maintien de la paix dans ce pays. Vous le savez, la mise à disponibilité de troupes de maintien de la paix est une décision personnelle d'un pays, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Les pays qui le font de leur propre plein gré. Nous respectons donc cette décision du gouvernement gabonais. Nous rappelons donc que l'engagement des États membres dans le maintien de la paix et la mise à disposition de troupes à l'ONU est volontaire, que le Gabon a été engagé à nos côtés en RCA et à vos côtés, aux côtés de la population depuis 2014, et ses contributions aux efforts de paix et de stabilité ont été très appréciées. Au niveau DDR, à Bangassou toujours, le projet de réduction de violence communautaire, appelé CVR, a été lancé officiellement le 5 mars dernier, avec déjà 20 bénéficiaires pour le lancement de ce projet. Ces derniers reçoivent une formation dans la menuiserie et la charpenterie, la couture et la comptabilité. Grâce au soutien de la force et de UNPOL, 17 armes ont été collectées pour l'instant. La situation sécuritaire a toutefois perturbé ce projet, preuve que certains œuvrent contre la paix. Dans la Haute-Coteau, la distribution de kits d'activités génératrices de revenus a été faite à 24 bénéficiaires. Ainsi, le lancement de la formation professionnelle des 60 bénéficiaires du projet CVR, parmi lesquels 31 femmes. La sensibilisation sur le CVR et les activités d'enregistrement se poursuivent et vont s'intensifier. À Boire, 252, c'est beaucoup, 252 armes ont été collectées, notamment à Niem Yelewa et 25 autres à Aba et Baboua. Ces armes proviennent de membres des communautés et des éléments associés aux anti-Balaka. À Berberati, la MINUSCA a lancé la formation de 250 bénéficiaires inscrits dans le projet CVR. Voilà pour certains points importants de l'actualité de la mission et du pays de cette semaine. Je voulais maintenant que nous passions à la priorité de cette conférence de presse, de ce point presse, avec la situation, Chérifou, des droits de l'homme en RCA. Merci beaucoup, Hervé. C'est toujours avec plaisir que nous nous exerçons à rencontrer les invités de la MINUSCA pour partager avec eux la situation des droits de l'homme. La présentation portera sur la situation de la semaine et nous allons parcourir avec vous notre évaluation des cas de violation des droits de l'homme que nous avons recensés dans la division des droits de l'homme, partager les préoccupations aussi essentielles que nous avons notées durant cette semaine et qui sont déjà soulevées par le directeur de la division de publication et aussi partager certaines indications quant aux activités et mesures de réponse que la MINUSCA est en train de prendre. Donc, comme vous le voyez sur la... comme vous le voyez sur le diapo,
cette semaine, nous avons recensé au total 55 cas de violation des droits de l'homme. Quand je dis 55, ce n'est pas que 55 cas qui se sont déroulés sur l'étendue du territoire, mais ces 55 cas ont été des cas recensés, vérifiés, documentés et intégrés dans notre base de données. Donc, comme vous le voyez, nous l'avons, 27 incidents ont été imputables aux agents de l'État et 28 aux groupes armés. De cette distribution, on peut naturellement aller voir la typologie des violations que nous avons recensées durant cette semaine. Donc, il s'agit généralement de deux groupes ou typologies de violations, des violations au droit international des droits de l'homme et des atteintes au droit international humanitaire. Concernant les violations des droits de l'homme, nous avons recensé des cas d'exécution extrajudiciaire ou meurtre, des cas de menaces de mort, traitement cruel, inhumain, dégradant et blessures infligées à des personnes, menaces sur l'intégrité physique et mentale, des cas de viol, 2, arrestation et détention arbitraire, 27. Donc la majeure partie de ces 27 cas sont imputables aux agents du gouvernement. Et notre plus grande préoccupation découle des violations graves du droit international humanitaire que nous avons recensées et que nous continuons de documenter dans une bonne partie du territoire national. Il s'agit de cas d'enlèvement, prise d'otages, privation arbitraire de liberté, attaques contre les travailleurs humanitaires, religieux, médicaux et les casques bleus, destruction et pillage des propriétés. Vous verrez déjà que Bangassou rentre bien dans ce cadre. Et il est important de préciser ici que tous ces cas sont non seulement documentés, leurs auteurs connus, mais les instigateurs aussi connus. Et donc, au moment où nous parlons, la mission a déjà entrepris des cas d'arrestation dans le cadre des mesures temporaires d'urgence. Et ceci est en train d'être fait en coopération étroite avec le gouvernement centrafricain qui a la responsabilité première en matière judiciaire pour poursuivre, réprimer, n'est-ce pas, toutes les violations que nous sommes en train de recenser. Ce travail se fait régulièrement avec le gouvernement. Nous savons que le terrain est difficile, mais sur Bangassou déjà, les semaines passées, il y a eu des cas, une dizaine d'arrestations, donc qui sont en train actuellement de suivre une procédure judiciaire. Il y a eu un cas d'extradition de 3 éléments du Congo vers la République centrafricaine et qui avaient commis des crimes graves à Bangassou. Rien aujourd'hui ne justifie les crimes odieux que nous avons documentés dans Bangassou. C'est des crimes qui ont été délibérément commis sur des institutions, agents travaillant dans le secteur humanitaire, qui sont donc protégés. C'est des personnes protégées au sens du droit international humanitaire. Et rien n'empêchera la communauté internationale de prendre tout son temps, d'appréhender les auteurs dans le temps et dans l'espace. Parce que déjà, dans l'espace, nous avons appréhendé et nous avons bénéficié d'une extradition d'éléments qui ont commis des activités criminelles à Bangassou, mais retournées par le gouvernement congolais. Et c'est comme cela que les choses continueront. Ça ira lentement, sûrement, mais ça se fera. Il faut que donc ceux qui agissent sur ce terrain-là sachent qu'ils sont en train de compromettre leur avenir parce que la justice aura un temps et la Centrafrique comme la MINUSCA sont en train de coopérer étroitement pour que même là, chemin faisant, les efforts qu'on peut faire se fassent. Et vous avez vu récemment, je ne le décris pas, je pense que la Cour criminelle a déjà donné un avant-goût que tout le monde a suivi. Donc ce travail de documentation, la division des droits de l'homme est présente dans les 12 bureaux de terrain de la MINUSCA, dispose d'une équipe mobile d'enquête qu'il déploie sur le terrain pour recueillir les éléments. Et le gouvernement en fait autant, d'autres entités en font autant. Et vous avez vu le mapping report, le rapport mapping qui a déjà montré ce qui se passe. Nous sommes en train de continuer la cartographie. Ce n'est pas arrêté. Nous allons continuer à être partout parce que ça va aider les procédures judiciaires et de recherche de la vérité. Donc ça, c'est un message que nous voulons donner. Et ceux qui soutiennent des actes criminels, qu'ils sachent que aussi, dans le cadre d'une association de malfaiteurs, ceux qui contribuent à une infraction grave au regard du droit international humanitaire peuvent être appréhendés. La coopération avec toute entité criminelle est répréhensible et sera réprimée. Et nous avons déjà des cas dans la juridiction internationale, et vous savez que la Cour pénale internationale a aussi une procédure sur la Centrafrique. Donc que les gens se le tiennent pour dit,
L'ouverture a été faite pour que les questions se règlent de manière pacifique. Et comme on l'a documenté tout à l'heure, vous avez vu le représentant spécial engager tout le dialogue. Vous avez vu les sections de la division de la MINUSCA sur le terrain engager les communautés pour une recherche de la paix dans le sud-est. Parce que la violence ne pourra pas régler ces questions. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait de groupes criminels. On ne peut pas les appeler groupes armés. Ils n'ont pas un agenda politique. Ils ne veulent rien changer dans ce pays. Toutes les activités que nous avons recensées sont des pillages, sont des attaques contre des travailleurs humanitaires censés apporter de l'assistance aux populations. Donc c'est une entrave au droit des populations à une assistance humanitaire, de leur propre population. Donc rien, je dis rien, ne justifie les actes criminels que nous avons documentés. Donc c'est des actes qui ne sont pas attribuables à des groupes armés, mais à un groupe criminel qui sévit. Et nous savons les auteurs, nous en avons appréhendé certains et nous savons aussi la chaîne de commande dans cette affaire. Donc la MINUSCA, comme le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ne cesseront de continuer ce travail, cet effort, jusqu'à ce qu'on amène le calme, tout en sachant que l'appel à la paix et le travail dans ce domaine-là est un travail fondamental parce que ça va prévenir, si on a la stabilité, ça prévient les violations des droits de l'homme. Et c'est pourquoi pour nous, que chacun travaille pour la paix en Bangassou, c'est un appel fondamental. Il faut un consensus sur la paix à Bangassou. On ne revient pas en arrière sur ça. Il faut que les gens avancent avec un grand consensus sur la nécessité de ramener la paix et la stabilité à Bangassou, de travailler autour des autorités gouvernementales qui y ont déjà déployé un préfet et des gendarmes. Et il faut que l'autorité revienne à cela qui sont actuellement accompagnés et soutenus par la MINUSCA. Il faut que les communautés travaillent à cela. Et dans le temps, nous pouvons arriver à réduire les situations des droits de l'homme si on a la paix à Bangassou et dans le Mbomou tout entier. Donc, nous allons progresser pour vous montrer un peu la distribution des victimes. Vous avez vu que nous avons généralement 20 victimes hommes, tel que c'est réparti, 20 victimes des agents de l'État, 27 et 35 victimes pour les groupes armés. Donc cette semaine, il y a eu un équilibre parce que généralement, ce que nous voyons, c'est une plus grande propension et de proportion de violations imputables aux groupes armés. Et quand vous verrez la typologie des violations, ce qu'on reproche aux agents de l'État régulièrement, c'est les questions d'arrestation et de détention prolongées dans les prisons. Donc c'est des types aussi de violations que nous documentons parce que nous documentons les violations qui sont commises à l'endroit, à l'égard des populations centrafricaines. Donc par d'où que ça vienne, même si ça vient d'une personne, comme un meurtre, comme ce qui se fait actuellement, vous avez vu un seul cas de meurtre qui a été projeté, ça prouve que nous appréhendons tous les phénomènes à tous les niveaux. Donc vous le voyez ainsi, dans la répartition, on a eu plus d'hommes victimes que de femmes. Hein. On a eu aussi des enfants, petits garçons, 5 ans, pour montrer que c'est toutes les classes d'âge. On a même eu 2 handicapés qui ont fait l'objet d'exactions. Et quand on en arrive à ce niveau, vraiment, croyez-moi, on est dans l'atrocité. Parce que des personnes qui n'ont pas toutes les capacités physiques et faire l'objet d'exactions sans avoir de possibilité de réagir, vous comprenez avec moi que c'est le summum de la méchanceté. Parce qu'on ne peut même pas décrire ces actes, c'est ignoble. Voilà. Donc c'est des cas emblématiques que nous avons vus durant cette semaine. On peut progresser. Voilà. Nous partagerons, comme je l'ai dit, quelques préoccupations majeures. Parce que cette recrudescence des actes criminels, y compris les meurtres de 2 personnes vivant avec des handicaps, à Rafai, ça s'est passé à Rafai. Nous allons, dans les prochains jours, déployer plus d'officiers de droits de l'homme pour savoir exactement l'ampleur de ce qui s'est passé dans le Rafai, parce que nous y avons des informations sur des violations qui se seraient commises. Mais la division des droits de l'homme vérifie. Parce que ce que nous faisons va au-delà simplement d'informations à partager. Non, nous vérifions nos informations. Donc, nous avons reçu des rapports et nous allons déployer certainement le plus rapidement possible notre équipe mobile pour faire un travail approfondi d'établissement des faits à Rafai. Nous avons vu des enlèvements, séquestrations de 5 filles mineures. Et donc ça, c'est inadmissible. Ça rentre dans le cadre des violences graves, des atrocités criminelles qui sont répréhensibles à tous les niveaux et qui sont saisissables par les juridictions internationales et par les juridictions nationales en raison de leur gravité. Les violences et attaques dirigées, et je vais ajouter, parce qu'il faut qu'on le qualifie, c'est intentionnellement dirigé.
Et donc, ça rend toute la gravité à l'acte et aux actes qui sont posés actuellement à Bangassou. C'est des actes qui sont planifiés, pensés et intentionnellement dirigés contre la MINUSCA, contre les travailleurs humanitaires et contre la minorité de personnes déplacées qui se trouvent dans l'église. Et donc, ça, c'est une épuration qui est recherchée à l'égard des personnes déplacées qui se trouvent à l'église parce qu'ils ne peuvent ni sortir, ni aller vaquer à l'occupation, et ceux qui leur apportent assistance sont en train d'être attaqués. Ceux qui apportent assistance à toute la communauté à Bangassou, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, sont en train d'être attaqués. Et sans qu'aucune raison ne soit donnée. Des voitures qu'on prend, des bureaux qu'on pille, et des enlèvements de travailleurs humanitaires, ceci nous semble inadmissible, mais comme je vous l'ai dit, nous en documentons, nous avons le temps de les documenter et nous pensons que la justice aura de la matière dans cette affaire-là. Des exactions contre les personnes déplacées. Ce que nous avons vu, c'est au-delà des exactions, l'instrumentalisation. Il y a tout un travail bien planifié pour instrumentaliser une partie de la population, pour instrumentaliser les questions ethniques dans Bangassou, pour justement continuer à perpétrer des actes qui n'apportent aucun intérêt à la communauté de Bangassou. Aucun intérêt. Aucun. Je ne vois aucun intérêt à aller prendre les voitures humanitaires, ça ne sert pas à Bangassou. À aller casser du matériel, de matériel médical, ce n'est pas dans l'intérêt de Bangassou. À aller saisir les voitures des travailleurs humanitaires, ce n'est pas dans l'intérêt de Bangassou. À torturer ou à enlever des travailleurs humanitaires, ce n'est pas dans l'intérêt de Bangassou. C'est dans l'intérêt de qui? C'est des activités criminelles. Et au vrai sens du terme, et il faut les appréhender comme telles. Hein, tout en sachant que tous les aspects sont déployés par la MINUSCA pour qu'un travail sur la paix sociale, sur la médiation soit fait avec les communautés et les acteurs de la paix dans Bangassou. Parce qu'il n'y a pas d'autre avenir que la paix dans Bangassou. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est le travail que tous les acteurs sont en train de faire, pendant que d'autres sont en train de s'aborder tout ce qui se passe dans cette ville. Et ça commence à amener des ampleurs, hein, ça s'est étendu jusqu'à Rafai, où on a vu un certain nombre Il faut travailler à la paix, et la paix a un indicateur. L'indicateur de la paix à Bangassou, c'est le retour des populations qui étaient parties. Ça va donner un signe qu'on est arrivé à un niveau de stabilité. Tant que les populations qui sont parties de cette crise et qui habitaient légitimement là-bas et qui sont connus par les communautés, ils se connaissent, ils ont grandi ensemble. Tant que ces populations ne sont pas revenues, et ils ont le droit de revenir, le droit au retour est consacré par toutes les conventions, la Convention sur les réfugiés, des Nations Unies sur les réfugiés, la Convention de l'Union africaine sur les personnes déplacées et réfugiées, qui donc donne un cadre pour le droit au retour. Donc il faut que nous travaillions tous autour du droit au retour de ces personnes déplacées de la région du Sud-Est. C'est un indicateur majeur pour montrer qu'il y a la stabilité. C'est une mesure de confiance qui peut décliner un peu les appréhensions, les perceptions et les manipulations intracommunautaires qui ne font que perdurer, trop perdurer, l'instabilité dans la zone du Sud-Est. Donc ça, c'est un message que la Division des droits de l'homme, une analyse que nous partageons. Il faut le droit au retour, le droit à l'assistance humanitaire dans Bangassou et le travail sur la paix. Et les ennemis de la paix doivent être identifiés et traités par les communautés elles-mêmes, par l'État et par la MINUSCA. Nous avons aussi comme préoccupation, et nous avons à Kagabandoro, où vous avez été tous au courant d'un certain nombre d'exactions et abus imputables à un comité islamique qui serait créé par le Al-Khatim, voilà, qui serait institué par Al-Khatim pour connaître des comportements dans la zone et qui a abouti à des arrestations, séries d'arrestations. Nous avons documenté des cas d'arrestation et d'abus. Vous avez tous lu l'appel de la MINUSCA de faire cesser ces activités parce que la justice est un attribut de l'État qui l'exerce souverainement. Le travail est de faire de telle sorte que la justice africaine reprenne du service dans Kagabandoro, mais on ne peut pas remplacer la justice de l'État dans Kagabandoro en procédant à ces exactions que la Division des droits de l'homme a documentées. Nous nous réjouissons quand même des mesures positives à ce niveau, parce que nous sommes au courant que Al-Khatim a instruit à ce que ce comité islamique cesse ses activités. Donc pour revenir à
à la normale. Mais le cas demeure, parce que ceux qui sont détenus dans les centres de détention, dans la zone, nous sommes en train aussi de faire le tour, de voir les conditions dans lesquelles ils sont détenus, et si l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève et les mesures de protection qui s'imposent aux entités qui occupent un territoire sont en train d'être respectées. Donc, nous condamnons fermement le fait que et ce n'est pas seulement là-bas, parce que nous avons rapport qu'il y a d'autres mécanismes qui sont en train de rendre justice dans plusieurs parties du pays. Nous sommes en train de faire une étude là-dessus. Rendre justice est un attribut de l'État. Si des mécanismes le font, qu'ils ne tiennent pas compte du droit à un procès équitable, qu'ils violent les droits de la défense, qu'ils sachent qu'ils n'engagent que leurs responsabilités si de tels faits sont établis. Maintenant, cela doit être sans préjudice du travail de réconciliation et d'arbitrage que les mécanismes traditionnels font généralement dans le pays et qui est un travail de qualité pour ramener la paix sociale. C'est sans préjudice de cela. C'est pourquoi je dis, nous sommes en train d'étudier ce phénomène, de l'appréhender davantage pour engager une réflexion sur comment mieux la traiter et comment en tirer profit s'il y en a un profit. Mais nous ne tolérerons pas que des instances prennent ouvrent des procédures d'enquête, de jugement, sur des faits qui relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire en Centrafrique. Ce dédoublement est inadmissible et c'est un manquement grave, y compris, nous avons vu dans le cadre du traitement de ces victimes, un certain nombre de cas d'abus, des personnes torturées. Nous avons tout documenté et nous entendons, comme dans le cadre de nos activités régulières, le mettre dans notre base de données et ça servira certainement à la lutte contre l'impunité et à l'appréhension de ces phénomènes. Nous avons aussi, nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à IPI. Vous savez, nous avons déployé il y a quelques semaines de cela, une mission à IPI qui a pu voir sur le terrain ce qui s'est passé effectivement avec l'attaque de l'hôpital. Un communiqué avait été émis à ce niveau. Donc, nous appelons les différents groupes qui y sont de tenir en compte leur obligation de protéger les populations civiles et de ne pas les attaquer. Nous appelons aussi la nécessité de laisser les objets protégés, comme les hôpitaux, lieux de culte, protégés et de ne pas les attaquer. Et donc d'engager dans les différentes initiatives que la MINUSCA propose dans la zone pour ramener la paix, des initiatives de médiation. Et qu'ils sachent que, de la même manière que nous y avons déployé des équipes, le travail d'observation continue dans cette zone et ses alentours. Je terminerai sur ces préoccupations par ce que nous avons noté et que vous avez vu dans la presse au village de Kiriwiri, où on a noté un certain nombre de cas de viol massifs. Nous en avons vu 10 victimes et au moment où je vous parle, nous avons déployé une équipe sur le site pour engager avec les autorités et faire davantage de recherches pour établir si oui ou non c'était des cas qui sont allés au-delà de ces 10 cas et donc revenir avec un rapport que nous partagerons volontiers lors de la prochaine conférence de presse avec CPID. Nous terminons avec quelques mesures développement positif de la semaine dans l'agenda des droits de l'homme. Il s'agit de deux arrêtés pris par le ministre de la Justice et des droits de l'homme pour le développement d'une politique nationale de protection et de promotion des droits de l'homme. Cet arrêté a été pris au courant de cette semaine. Nous avons aussi noté avec beaucoup d'intérêt la décision du Haut Conseil de la communication, qui, pour une première fois, sur la base de l'incitation publique à la violence, qui, vous savez, maintenant, est un critère de sanction du panel des sanctions des Nations Unies pour la Centrafrique. Donc, le Haut Conseil vient d'émettre une première décision dans ce sens et nous analysons les faits qui entourent cette circonstance, mais il faut savoir que la MINUSCA est elle-même en train de faire le monitoring des discours qui sont faits à travers les médias, à travers les radios et qui sont faits aussi publiquement. Nous le ferons et nous déposerons nos rapports en temps utile. Et il faut savoir que la nouvelle résolution 2399 qui, dans son paragraphe 22, intègre un nouveau critère de listing des personnes à sanctionner,
est en train d'être mise en œuvre. Et il vise aussi bien les personnes qui diffusent et les entités et plateformes qui relaient les médias. Donc il y a un travail qui doit être fait par les journalistes, par les radios, par les télévisions sur l'analyse avant la diffusion. On ne vous apprend pas votre travail. Il y a les principes CANDEM qui un peu amènent un certain nombre de cadres référentiels. Il y a la conférence de Rabat du Haut-Commissaire des Nations Unies pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui a offert un cadre référentiel d'appréciation de ce qui rentre dans le canevas de l'incitation publique à la haine, dans le canevas des messages discriminatoires, dans le canevas de la stigmatisation. Nous allons sous peu, dans les semaines qui viennent, entamer une campagne et nous allons travailler avec tous les journalistes pour partager justement ces outils d'analyse parce que la paix est une mission collective. Elle ne saurait être aux mains de l'État seulement, ni de la MINUSCA. C'est notre mission collective et si les Nations Unies l'ont fait en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils en avaient tiré leçon au Rwanda. Avec tout ce qui s'est passé, on ne vous apprend pas les médias de la haine. Donc il y a un travail énorme de responsabilité qui nous interpelle tous et c'est cela que nous allons, dans les jours à venir, entreprendre, réfléchir ensemble et voir, dans la limite de ce qui est possible, qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution à la paix. Parce que ces messages sont entendus et ça nourrit des violences réelles sur le terrain. Ça nourrit des jeunes qui n'ont pas été préparés à traiter de tels discours. Ils peuvent être ici, ils peuvent être là-bas. Et l'information va tellement vite. Et les jeunes qui, malheureusement, se trouvent dans les différents groupes armés et autres, et même qui sont dans les groupes criminels, peuvent rapidement réagir en prenant juste un message de stigmatisation. Et c'est ça, nous le voyons, nous, tous les jours. Donc c'est pourquoi il est important que nous engagions ce dialogue constructif et un plaidoyer, des sensibilisations dans le cadre de la prévention des incitations à la haine et à la discrimination. La décision du Conseil constitutionnel, l'avis du Conseil constitutionnel, je pense que c'est un avis politiquement chargé et qui mérite tous notre attention. C'est un avis sur le respect par les institutions de la loi sur la parité, 35%. Donc l'avis a été émis et nous sommes en train de l'analyser pour voir un peu quelles conséquences en tirer parce que c'est un avis. Il n'a donc pas de force obligatoire, mais a une connotation politique et morale qui doit servir, je pense, d'élément de plaidoyer et de dialogue constructif avec les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de la loi sur la parité. La nomination des membres du comité de pilotage de la future commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, nous l'avons noté hier ou avant-hier, le décret avait été lu à la télévision nationale, donc c'est un progrès à encourager vers la recherche de la vérité. Parce que la recherche de la vérité est un élément fondamental qui complète les procédures judiciaires. Donc, il y a ce travail-là qui est en cours. Et nous finissons par le vetting qui est en cours. C'est une activité de vérification de tous les agents de FSI, la gendarmerie police, plus de 3200, sur les bases de données de la MINUSCA, sur les précédents de violation ou non de droits de l'homme. Vous avez vu les 500 qui ont été projetés tout de suite. Ces 500, ils étaient 600, une liste de 600 avait été donnée à la MINUSCA pour vérification. Après vérification sur les bases de données, il y a 16 sur lesquels on avait trouvé des incidents graves de violation des droits de l'homme et le gouvernement les a mis en dehors. Parce que avec les nouveaux arrêtés qui ont été adoptés par les autorités, ceux qui ont commis des violations de droits de l'homme graves n'auront plus place dans les forces de défense et de sécurité. La même procédure a été observée dans le processus DDR, où ceux qui rentrent, toute la liste nous avait été soumise et toutes les recommandations soumises aux entités du gouvernement. C'est une autre façon de lutter contre l'impunité, c'est une autre façon de travailler à la réconciliation nationale parce qu'il ne faudrait pas que les populations victimes retrouvent leur bourreau portant l'uniforme qui symbolise l'unité nationale, qui symbolise la fierté nationale. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait à ce niveau. C'est un travail que le gouvernement a pris en charge à travers des arrêtés au niveau pour le processus DDR, au niveau pour le ministère de l'Intérieur et au niveau même de la Cour pénale spéciale quand on faisait le recrutement
des policiers, officiers de policiers, officiers de police judiciaire, quand on recrutait les officiers de police judiciaire. Voilà en substance les événements majeurs qui ont ponctué le travail de la division des droits de l'homme durant cette semaine. Il y a naturellement, pour votre information, je ne veux pas revenir dessus parce qu'Hervé l'a bien documenté et vous a montré les engagements qui ont été pris. Pour nous, c'est ces engagements-là qui répondent aux violations que nous avons documentées, aux préoccupations que nous avons eues à Bangassou et autres. Donc c'est des engagements multiformes à tous les niveaux, à un niveau politique, à un niveau stratégique, à un niveau opérationnel. Il a parlé des CVR, il y a Civil Affairs qui est en train d'aider avec les plans locaux de médiation, avec toutes les communautés. C'est pourquoi nous avons appelé à ce que tout le monde travaille à ramener la paix dans Bangassou, parce que c'est dans la paix qu'on prévient les violations des droits de l'homme. Dans l'insécurité et l'instabilité, les violations vont augmenter. Mais dès qu'on a un climat de paix, chacun en recevra les dividendes. Voilà en substance, chers collègues, chers journalistes, ce que je voulais partager avec vous comme point saillant de la semaine de la division des droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention.